Bonsoir, mon nom est Stéphanie Gamache, conseillère aux familles et responsable de l'administration pour la maison Gamache et Nadeau. Mon grand-père Claude, mon père François et moi-même sommes très fiers de supporter la télévision communautaire des Appalaches dans la présentation de cette série d'émissions portant sur l'art, la culture et le patrimoine. C'est pour nous une façon de contribuer à la promotion des talents de notre communauté, ainsi qu'à la conservation et à la diffusion de notre histoire locale. À tous et à toutes, bonne émission. Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre émission d'art, culture et patrimoine. Un petit avertissement peut-être en début d'émission. Alors, on va vous transporter dans un endroit bien particulier. Également, on va vous faire un retour en arrière. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. François Gamache, ou c'est plutôt M. Gamache qui nous accueille dans sa maison du patrimoine religieux. Alors, M. Gamache, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Et on va dire bienvenue chez vous également. Alors, la maison du patrimoine religieux, du funéraire, comment est née cette idée d'un musée, finalement? Oui. Alors, c'est de fil en aiguille, en fait. Lorsqu'on a acquis, Maison Gamache et Nadeau a acquis la maison Lavalière et Fils en 1984, eux existaient déjà depuis 1926. Alors, à travers les années, ils ont accumulé beaucoup d'objets relatifs au domaine funéraire à tous les niveaux. Alors, puis c'était des gens qui avaient ce souci de la conservation du patrimoine, peut-être pas dans l'optique d'en faire un jour un musée. S'ils verraient ça aujourd'hui, ils seraient sûrement très fiers. Mais, alors, ils jetaient pas. Ils conservaient les choses. Il y avait un grand garage de l'autre côté. Et puis, lorsqu'on a fait, à un moment donné, le tri dans tout ça, lorsqu'on a fermé la résidence funéraire ici, on s'est rendu compte que c'était des objets qui pouvaient avoir une valeur. Ça a pris quelques années, puis à un moment donné, est arrivé un déclic. Et puis, je me suis dit, oui, OK, on commence, puis on s'installe. Alors, on a pris tout le rez-de-chaussée ici de la résidence funéraire. Il y avait 2 salons ici, ils pouvaient exposer à la fois, accueillir 2 familles, exposer 2 défunts à la fois. Fait qu'on a, par étape, on a meublé sous forme de tableau toute la surface ici. Mm-hmm. L'idée n'était pas venue avant ça. C'est vraiment lorsque vous avez fait cette découverte. Oui, qu'on a fait la découverte de ces objets-là, et puis qu'on a fermé le salon aussi. En plaçant ces objets-là à l'intérieur d'une ancienne résidence, ça prend toute sa signification. Si on les installerait dans un autre lieu, que ça serait moins, significatif. Alors, je me plais souvent à rappeler qu'est-ce qui est arrivé la journée où j'ai décidé de mettre ça en place. C'est un ami, Mme Marielle Noël, qui était propriétaire du magasin de chaussures Alphée Noël. Et puis, elle fermait son magasin. Alors, à un moment donné, elle a dit « Tu ramasses » parce que la famille Lavalière ramassait, mais moi aussi, je suis un ramasseux de nature. Ça fait que Mme Noël m'appelle, elle a dit « Tu ramasses les vieux objets ». Elle a dit « J'ai des couronnes, moi, qui ressemblent à des couronnes mortuaires en plastique. » Elle a dit « Si ça t'intéresse, là, je t'y donnerai. » Ça fait que je m'en vais là, je vais chercher ça, j'amène ça ici. J'ai dit « Je vais mettre ça avec mes vieux objets. » On avait fait comme plein de boîtes, là, tout accumulé ensemble, mais rien de classé. Et puis, alors, je dispose une couronne sur un support là, à cet effet-là, un support à fleurs. Et puis, c'est là que ça a commencé. Oh, puis j'ai dit ça fait bien là. Je pourrais mettre une lampe à côté, je pourrais mettre ça à côté. Fait que là, ça a passé les années. Depuis ce temps-là, là, je suis continuellement là-dedans, à l'affût de trouver des nouveaux objets, puis venir bonifier l'exposition. On parle de quelle année à peu près, là? La maison ici, c'est ouvert depuis quand? Il y a le salon funéraire ici, je dirais, les années 30, environ, là, 30, début 40, là, qui ont commencé à opérer une résidence funéraire. De part et d'autre de la rue du Mai, ici, il y avait 3 maisons qui étaient transformées pour accueillir les familles, pour exposer les défunts. Alors, oui. Et pour ce qui est du musée lui-même? Le musée lui-même, ça fait quoi, 7 ans maintenant, là, environ, là, j'ai débuté à installer sous forme de tableau les objets. On parlait de conservation.
la conservation du patrimoine funéraire au Québec, ça se porte comment? Est-ce que c'est bien fait ou si on perd beaucoup de choses? C'est comme, je croirais, dans plusieurs domaines. Tu sais, lorsque tu travailles avec des objets, à un moment donné, ces objets-là deviennent usés, démodés. Alors, tu n'as pas nécessairement le réflexe de dire « oh, on va les garder pour plus tard ». Tu sais, c'est ça qui fait, comme dans n'importe quoi, la rareté puis les collections. Les cartes de hockey, si on les avait toutes gardées, aujourd'hui, il n'y aurait pas de valeur. C'est un petit peu ça. De temps en temps, tu as quelqu'un qui décide de garder des objets, puis c'est ce qui fait que on est bien fiers aujourd'hui d'avoir ce qui est considéré comme la plus grande exposition permanente au Québec d'objets relatifs au domaine funéraire. Oui, effectivement, c'est ici qu'on retrouve la plus grande, la plus importante. Collection, oui, installée sous une base permanente. Ouais. Vous avez monté votre musée par tableau, et ces tableaux-là, je présume, font référence à des époques bien particulières. Des époques, des sujets aussi, qu'on parle lorsque les personnes étaient exposées à la maison, on va le voir peut-être tout à l'heure, les services ambulanciers qui étaient reliés directement avec les services funéraires à l'époque. Ça peut sembler bizarre aujourd'hui, mais à l'époque, c'était comme ça. Alors, c'est différents tableaux comme ça. Puisqu'on parle de différents tableaux, il y en a un qui est derrière nous, qui est quand même pas banal. Et c'est une époque qu'on a revécue dans le film Mon oncle Antoine, je pense. Oui, absolument. Mon oncle Antoine, qui était propriétaire d'un magasin général, souvent c'était ça aussi. Le propriétaire du magasin général vendait des cercueils, s'occupait du transport des défunts. Puis, alors, c'est un petit... dans le film Mon oncle Antoine, c'était un peu ça. Puis le véhicule, le traîneau qu'on a ici derrière avec le contenant qui servait à transporter les dépouilles. Alors, c'est un petit peu ce qu'il utilisait dans le film. On va accrocher pour compléter le tableau, le manteau de chat sauvage, semblable à celui de mon oncle Antoine. C'est ça. Alors, le traîneau et le panier datent quand même de plusieurs années. Oui. On parle du début de l'entreprise ici, là, des années 20. Là. Ouais. Et ça a véritablement servi à cette époque-là. Oui. On parlait des services ambulanciers. Les maisons funéraires ont, disons, offert ce service ambulancier à une certaine période. Oui, jusqu'en 1975, où il y a eu une législation de fait, puis pour l'utilisation non plus de corbillards, parce qu'ils utilisaient vraiment un corbillard, il ajoutait des clignotants dessus, une civière, des équipements d'urgence, de l'oxygène, et ainsi de suite. Mais c'était le même véhicule qui servait pour le transport des défunts pour aller à l'église ou au cimetière. C'était le même véhicule qui servait pour transporter les malades. Alors aujourd'hui, ça peut sembler complètement invraisemblable pour les plus jeunes, mais c'est une époque. On l'explique un petit peu à travers. Et toutes les maisons funéraires offraient ce service ambulancier. C'était connexe. Puis ce qu'on a appris en fouillant un peu l'histoire, c'est qu'à l'époque, le seul, résident d'un village qui avait une voiture assez longue pour transporter une civière, c'était souvent l'entrepreneur de pompes funèbres. Ça fait que son corbillard, il était assez long pour transporter un cercueil, il pouvait transporter une civière. Alors, c'est ce qui a fait au début que c'est ce commerçant-là dans le village qui offrait le service de transport des malades. C'est parce que son véhicule était assez grand pour accueillir une civière, un lit. On parle de transport de malades, est-ce qu'on parle d'accidents aussi? Ah oui, absolument. Il offrait le service d'ambulance autant pour aller chercher les personnes à la maison, les amener à l'hôpital, que répondre à des appels d'urgence. Au niveau de la formation, par exemple, à cette époque-là, ces gens-là n'avaient pas la formation de nos ambulanciers. Non, c'était laissé à la liberté de chacun. Il y a des entreprises qui disaient, regarde, on va former nos gens, puis tout ça, mais ce n'était pas obligatoire. Alors, c'était plus... Puis à l'époque, le principe, c'était de transporter le malade ou le blessé le plus vite possible à l'hôpital. Ça, c'était la consigne. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est de le stabiliser, de tenter de lui donner les soins que les ambulanciers ont le droit de faire. Mais à l'époque, c'était le transport. C'est ça qui comptait. La ressource, c'était l'hôpital. Donc, on se déplace du point A au point B le plus vite possible. Est-ce que vous êtes capable d'estimer le nombre d'exhibits que vous avez ici, le nombre d'objets?
Ah, si on va du plus gros au plus petit, je dirais qu'on doit approcher le 7 à 800 objets, c'est certain. Et ils sont tous exposés aussi. Vous avez des... On a une petite réserve un peu. Des fois, on acquiert des éléments de d'autres entreprises. Je lance de temps en temps une invitation à mes confrères. Tu sais, je dis, ah, regarde, si vous avez des objets là, puis que vous savez plus quoi faire avec, moi, ça m'intéresse. Fait qu'on a créé une réserve un peu. À l'occasion, on va pouvoir faire une rotation dans notre exposition. Est-ce que vous avez un coup de cœur? Oui, c'est certain qu'une pièce qu'on a acquis il y a 1 an et demi, là, qui est le corbillard tiré par des chevaux, c'est notre pièce la plus importante là, dans l'exposition. Alors, on va s'y diriger, on va aller voir de quoi ça a l'air. Très bien. Alors, ce fameux coup de cœur, M. Gamache, on l'a tout près de nous. Alors, c'est une pièce tout à fait superbe et unique. Oui, bien, unique dans le sens que, oui, ça a été fabriqué ici au Québec, à Longueuil. C'est un ébéniste de l'endroit, un nommé Darche, qui fabriquait pour ses concitoyens des cercueils au début de la ville. Et puis, alors, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'à Montréal, il y avait des beaux corbillards, tout sculptés, puis tout ça. Puis il s'est dit, garde, moi, tout, je suis capable de m'en fabriquer un. Il était ébéniste de profession. Alors, il a entrepris de se fabriquer un corbillard qui pouvait être, comme on le voit peut-être, sur des skis en hiver. Puis en été, bien, il jackait ça, puis il venait placer des roues. Alors, le corbillard pouvait fonctionner 4 saisons. Et ce qui est particulier, il est fabriqué en pin. C'est une pièce quand même pas mal lourde, mais le fait qu'il soit en pin, bien, ça donne une chance. Puis c'est très facile à ce moment-là à venir l'arrondir, donner des formes. Parce qu'il est particulier dans ce sens qu'il est très sobre. Il n'y a pas aucune sculpture. Habituellement, ces corbillards-là étaient beaucoup ornés de colonnes, de sculptures de bois, comme on peut voir derrière moi ici. Les panneaux, c'est des panneaux qu'on a achetés individuellement, qui sont des objets qui ont été retirés sur un corbillard qu'on va dire de série. Okay. Souvent, ces corbillards-là étaient fabriqués par des usines, carrément, et puis sur commande, mais avec des modèles qui se ressemblaient. Là, tu sais. Alors, on a des pièces qui témoignent un peu de ça. Tandis que lui, il l'a fabriqué très sobre à sa façon, avec des vitres de chaque côté. Ça, c'était beaucoup de coutume. Et puis un peu de rideaux pour fermer un petit peu les fenêtres. Parce que malgré sa sobriété, c'est somptueux, c'est imposant. Oui. Tu sais, on voit qu'il y a un souci là, quand même d'arrondir, puis le dôme sur le dessus, les petites urnes. Puis, alors ça a été fabriqué autour de 1895. Et puis, il a été restauré pour le centenaire de l'entreprise funéraire d'Arche à Longueuil en 1985. Alors, ils l'ont restauré, puis ils l'ont placé dans une de leurs résidences, un peu comme on fait ici. Et puis, il y a 2 ans environ, bien, ils ont décidé de fermer cette succursale-là. Ils l'ont mis en vente. Et puis, moi, c'est la pièce un peu qui me manquait. On avait beaucoup d'autres éléments, mais ça a marqué l'imaginaire beaucoup, là, le corbillard à chevaux, quand ça se promenait dans les rues du village là, pour transporter le défunt de la maison à l'église avec les sabots des chevaux, puis ça a marqué beaucoup les gens. Alors, c'est une pièce il y a une signification à l'intérieur d'une exposition comme ça. C'était très solennel aussi. Ah oui, le décorum. Puis, et on voit celui-ci est noir. On a eu aussi des corbillards blancs. Oui, à l'époque, il y avait beaucoup de mortalité infantile. Alors, il y avait un corbillard adapté, un peu plus petit, souvent plus délicat pour les enfants. Les plus vieux vont se souvenir peut-être de la maison Hébert ici, sur la rue Saint-Alphonse. Le monsieur s'appelait Napoléon Hébert. Il a opéré une résidence funéraire, puis il y avait vraiment un corbillard blanc strictement utilisé pour les funérailles d'enfants. Et à l'époque de la grippe espagnole, on en a vu presque des défilés. Oui, à chaque jour. Hein, puis, oui. On parlait de fabrication en usine ou en série. C'était plutôt les Américains qui avaient tendance à... Oui, aux États-Unis, évidemment. Puis en Ontario, à Victoriaville, pour un temps aussi, ils ont toujours été spécialistes dans le bois œuvré. Alors, il y avait une entreprise aussi où ils fabriquaient des corbillards. Et c'est celui-ci, on le disait tantôt, il est vraiment, c'est une pièce unique. Il y en a une reproduction, c'est celle-ci. Oui, c'est un peu ça. Il y en a peut-être fabriqué d'autres, le monsieur Darche, mais je pense qu'il avait fait ça pour son propre usage à lui, pas pour en faire commerce comme tel, mais pour son usage.
Et puis, le fait que ce soit une pièce du Québec, bien, ça vient encore donner une valeur ajoutée. Ce genre de véhicule-là a été utilisé jusqu'à quelle époque à peu près? Est-ce qu'on peut... Oui, je dirais début des années 50, milieu des années 50 pour les dernières fois. Là. Aussi loin que ça. Oui, parce qu'il y a des gens qui aimaient ça, l'aspect des chevaux. Encore aujourd'hui, à l'occasion, on a des familles qui nous demandent de pouvoir trouver un corbillard tiré par des chevaux parce que la personne décédée, aimait beaucoup les chevaux ou pour diverses raisons. Mais à cette époque-là, je présume que la transition a été quand même en douceur. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, on utilise le véhicule automobile. Les entrepreneurs funéraires, eux autres, devaient bien apprécier d'avoir une voiture fermée, chauffée, et puis d'être à l'intérieur, parce que jucher sur le haut du siège l'hiver, au grand vent, puis partir de l'église Saint-Alphonse, aller tourner à l'aréna, au cimetière. Ah, oui. Je présume que, bon, puis alors c'était le lot de toutes les entreprises. Mais je suis certain qu'il y a eu une transition quand même progressive au niveau de l'utilisation parce que les familles appréciaient sûrement le décorum, comme tu disais, de ce genre de véhicule. Alors, cette pièce-là vaut à elle seule la visite, je pense. Hein? Oui, puis je lance toujours l'invitation, je dis aux gens, c'est visite un peu sur rendez-vous, c'est marqué à l'extérieur, à la porte, et puis vous donnez un coup de fil, puis ça nous fait plaisir. Vous formez un petit groupe, là, puis ça nous fait plaisir de vous le faire visiter, il n'y a pas de frais d'entrée. On parlait du remplacement du corbillard par des véhicules automobiles. Or, on s'en allait tranquillement aussi vers une évolution là, qui a touché tout le domaine funéraire. Là. Oui, oui. Parallèlement au changement de véhicule, tu avais aussi l'exposition des défunts à la maison qui s'est trouvée à perdre en popularité, si on peut s'exprimer comme ça, par rapport au salon mortuaire. Alors, les gens avec des maisons plus petites ou des logements, se disaient, regarde, on ne peut pas recevoir toute la paroisse ici, là, ça n'a pas de bon sens. L'hiver, la porte restait quasiment ouverte pendant que les gens défilaient, tous les gens de la paroisse qui venaient au corps, comme ils disaient à l'époque. Alors, c'est pour ça que les entrepreneurs funéraires ont mis sur pied des maisons utilisées juste pour cet usage-là. Et votre exposition permet de voir la transition qu'il y a eu entre l'exposition, la maison et en salon funéraire. Exactement. Alors, c'est ce que nous allons aller voir. Alors, comme on le mentionnait, les habitudes ont beaucoup changé en matière de rites et de cérémonies funéraires et on en aura un bon aperçu là, dans le prochain tableau. Alors, on se trouve où maintenant, M. Gamache? Là, on se trouve à l'intérieur de la scène, dans le fond, qui se déployait dans les maisons familiales de la personne décédée. Alors, l'idée, l'entrepreneur funéraire transportait dans des valises tout le matériel nécessaire pour créer ce genre de décor. Alors, tout ça était démontable, le prie-dieu, les lampes, la draperie à l'arrière, tout ça. Alors, lorsqu'il y avait une personne qui était décédée, la démarche, un petit peu, si on se rapporte dans les années 30-40, alors la famille appelait, l'entrepreneur arrivait à la maison, puis il embaumait la personne dans sa chambre à coucher, dans sa propre chambre à coucher. Il s'installait, il y avait une table pliante, là, tout ça, avec tout son matériel. Alors, il embaumait la personne, puis une fois qu'elle était embaumée, il installait son décor dans le salon familial. Je dis souvent aux jeunes aujourd'hui, imaginez que votre écran de 60 pouces dans le salon, là, il y a quelqu'un qui arrive et il vient déployer un décor comme ça en avant. Et puis là, votre grand-père, il est exposé dans la maison pendant 3 jours. Ça fait que, c'est presque pas réalisable aujourd'hui pour les jeunes, mais c'était comme ça à l'époque. Mm-hmm. Alors, c'était un petit peu ça. Alors, même, l'entrepreneur amenait également des chaises pliantes pour accommoder la famille, parce que souvent, il n'y avait pas assez de divan pour recevoir toute la parenté puis le voisinage. Alors, il amenait des chaises, comme on a un exemple ici à ma droite, puis il identifiait leurs chaises, alors pour savoir, quand ils venaient pour repacter ces éléments, de dire, ça c'est mes chaises, j'ai amené 30 chaises, puis ainsi de suite. Ça fait que c'est un petit peu ça. Ça, c'est la période où il y avait de l'électricité. On a un autre tableau que les gens pourront découvrir en venant faire la visite, qui témoigne à l'époque où c'était aux chandelles.
parce que hein, c'est pas de tout le temps qu'il y a eu l'électricité. Alors, les entreprises les entrepreneurs funéraires, leur équipement a évolué, évidemment, avec le temps. Mhm. Et ça, c'est une époque où on exposait à la maison et sur une période beaucoup plus longue qu'aujourd'hui. Ah oui, le 3 jours, là, puis c'était jour et nuit. Hein? Puis durant la nuit, bien, souvent, là, ça mangeait, ils fournissaient la nourriture là, pour veiller. Ils appelaient ça veiller au corps. C'était vraiment le cas. Là. C'était jour et nuit. Et puis, ils se contaient des histoires. Apparemment, quand elle passait minuit, 1 heure du matin, là, ça prenait une autre dimension parfois un peu. Une dimension un peu particulière. Oui. Ça veut dire que les salons funéraires n'existaient pas à l'époque? Très peu. Hein, tu sais, c'est certain que on regarde dans les écrits un petit peu là, que M. Lavallière prêtait sa résidence personnelle un temps sur la rue Saint-Joseph. Il a débuté au départ sur le terrain juste voisin de l'hôtel de ville. Alors, c'était sa maison familiale, puis c'est marqué qu'à l'occasion, il prêtait sa résidence pour accommoder justement des gens qui avaient un logement trop petit ou qui ne pouvaient pas. Mais la tendance, c'était vraiment, pas seulement la tendance, mais l'habitude, c'était que le défunt restait dans la maison jusqu'au moment de partir pour l'Église, pour les funérailles. Les gens avaient comme l'impression de vouloir sortir, ceux qui exposaient dans les salons mortuaires, là, au départ, c'était considéré comme garde, ils sortent de la maison, ils veulent... Hein? Alors, c'était un peu mal perçu. Tu gardais ton défunt chez toi. Vous parliez des années 30, c'est une coutume qui a duré quand même un bon bout de temps, parce que même dans les années 50, ça se faisait encore. Ça perdurait encore, oui. Puis c'est également, tout comme dans l'utilisation des véhicules, comme on disait tout à l'heure, c'était la même chose. Ça a été progressif, ça aussi. Je me souviens, moi, qui ont exposé quelqu'un jusqu'au début des années 70 dans sa maison. Des gens qui étaient très traditionnels. On dit, garde, maman, elle va être exposée dans la maison comme papa l'avait été. Et puis, ça a été progressif, mais je dirais qu'à partir du début des années 60, c'était presque un grand pourcentage dans les salons mortuaires. Alors, lors de l'exposition dans les résidences privées, vous aviez tout le matériel nécessaire, tout le décor nécessaire. Oui, il apportait tout l'équipement, un peu comme on fait encore à l'occasion aujourd'hui lorsque les personnes sont exposées dans un sous-sol d'église. Dans les paroisses environnantes, ici, à l'occasion, c'est encore demandé. Alors, l'équipement est différent, mais on transporte les éléments nécessaires pour créer un peu un salon mobile. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour laquelle ça durait aussi longtemps comparativement à aujourd'hui? Je ne me risquerais pas dans les raisons pour lesquelles, mais c'est certain qu'il y avait beaucoup de monde. Hein? C'était la paroisse au complet qui venait visiter. Alors, ça aurait été impensable de faire ça comme on voit aujourd'hui, des fois 2 heures avant les funérailles ou quelque chose comme ça. Il y avait besoin d'une journée complète, puis 2 jours. Puis c'était peut-être aussi justement pour faire, comment dire, pas se dépêcher, prendre le temps de vivre cette étape-là. Par étape, justement. C'était peut-être dans cette vue-là. C'est comme un peu les services religieux à l'Église. Tu as des étapes dans la cérémonie qui font comme prolonger. Tu veux prendre le temps. Quoi. Et le tableau où on se trouve comporte aussi une autre scène, et c'est celle des salons funéraires traditionnels tels qu'on les connaît encore aujourd'hui. Oui, c'est ça, avec à la différence près que aujourd'hui, on retrouve très peu maintenant de tribus floraux, comme ils appelaient à l'époque, des couronnes, des gerbes de fleurs, des croix, des portes du ciel, hein, vous vous souvenez? Alors, c'est ce qu'on a recréé dans l'autre tableau que les gens pourront découvrir aussi. Alors, c'est le salon mortuaire à partir des années 50, là, comment que c'était installé, puis qu'est-ce qu'on retrouvait. Beaucoup de gens s'en souviennent. Ce qui est souvent intéressant, c'est pour les plus jeunes, ils découvrent quelque chose là, complètement là, inédit, quoi, pour eux autres. Ouais. Et aujourd'hui, la grande différence, ou la différence fondamentale, c'est que on peut également faire incinérer les gens, et très souvent, on va avoir peut-être le choc d'entrer dans le salon funéraire et on a seulement une urne. Oui. On n'est plus en présence du corps. C'est ça. C'est
habitudes différentes. Hein? Avant ça, il existait juste une façon. Aujourd'hui, il y a plus d'une façon. Les gens peuvent modeler ça, personnaliser les funérailles aussi. Ça fait que c'est tant mieux. Ça laisse une liberté de s'exprimer dans les circonstances parce que, comme on dit des fois, ce n'est pas pour le défunt, c'est pour ceux qui restent. C'est ces étapes-là, de prendre le temps de les vivre. L'exposition, entre autres, du corps, qui est une étape importante, les psychologues le disent, dans le cheminement du deuil, de voir la personne décédée. C'est la première étape, réaliser qu'il est mort, puis après ça, tranquillement franchir les autres étapes du deuil. Alors, c'est pour ceux qui restent, toutes ces cérémonies-là. Et on se disait hors caméra tout à l'heure, aujourd'hui, on a tendance à célébrer la vie plutôt que la mort. Oui. Les gens, ça leur apporte quelque chose d'amener des éléments qui appartenaient au défunt, d'entourer la personne décédée de ses bâtons de golf ou de d'autres éléments qui soulignaient qu'est-ce qu'il aimait dans la vie. Alors, comme tu dis, oui, on souligne beaucoup la vie aujourd'hui. C'est important. Alors, François, ça a été une visite relativement rapide. Alors, je pense que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'inviter les gens à venir sur place. C'est, je ne dirais pas sur invitation, mais sur réservation, et venir constater toute l'évolution qu'il y a eu dans ce domaine-là. On vous remercie infiniment de vous être prêté à cette émission. Ça me fait plaisir. Alors, quant à vous, on vous invite à être des nôtres pour une autre émission Art, Culture et Patrimoine.